Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va corriger la partie 3 de l'épreuve physique CCP, CCINP, comme on dit maintenant, dans la filière MP, donc 2019, l'épreuve du vendredi 3 mai. Donc j'ai déjà corrigé une bonne partie de la partie 2 et donc on est maintenant sur le rayonnement de l'atome de Thomson. Donc ça concernait un petit peu tout ce qui est sur le rayonnement du dipôle. Alors, ça tombe bien puisque on m'a demandé plusieurs fois sur la chaîne de traiter ce thème du rayonnement dipolaire qui est un petit peu spécifique à la filière MP et qui ne se retrouve pas dans les autres filières. Donc, suite de la partie 2, on a un électron qui oscille sinusoïdalement autour d'un proton. Donc, ça forme ce qu'on appelle un dipôle oscillant. Pz de t égale Pm sinus oméga 0t. Et donc le but va être de calculer la puissance rayonnée à travers une sphère de rayon grand R. Donc un calcul assez classique, mais pas toujours évident, un petit peu technique dans le programme de MP, donc c'est pratiquement du cours. Donc formuler les approximations faites sur la hiérarchie des distances du problème dans la zone de rayonnement. Donc dans la zone de rayonnement, on a tout d'abord, donc on a A, la taille du dipôle, la taille de l'amplitude des oscillations, très petite devant lambda, très petit devant r, la distance d'observation, donc lambda, la longueur d'onde. Alors tout d'abord, ce qu'on appelle l'approximation dipolaire, qu'on utilise aussi en électrostatique par exemple. Donc la taille du dipôle très petite devant la distance d'observation, ça c'est parce qu'il y a des développements limités sous-jacents. Et puis ensuite donc la zone de rayonnement qui fait que on s'intéresse uniquement donc à des distances r également très grandes devant lambda, la longueur d'onde. Voilà. Alors, question Q20. Donc, il fallait identifier parmi 4 expressions à la fois le champ électrique et le champ magnétique. On nous rappelait que localement, dans l'approximation dipolaire et la zone de rayonnement, la structure du champ électromagnétique était celle d'une OPPH, c'est-à-dire KEB ou ER, direction de propagation EB, trièdre orthonormé direct. Donc la direction de propagation c'est ER. Et donc, on a nécessairement E qui va être porté selon Eθ et B porté selon Eφ. Alors on pouvait utiliser également des considérations de symétrie et des considérations d'homogénéité pour identifier le champ électrique E. Donc tout d'abord, la direction de E. E appartient à un plan de symétrie des sources, donc du doublé de charge. Donc on voit que ce plan de symétrie, c'est un plan qui contient l'axe Z, le plan OM, ER, Eθ. Donc on voit que E appartient à ce plan, donc ça déjà ça suffisait. Ensuite, pour en déduire B, on peut utiliser une relation déduite pour les OPPH de l'équation de Maxwell-Faraday, traduite par exemple en complexe, puis on revient en réel. Donc B égale ER vectoriel E sur C, ou K vectoriel E sur oméga, comme on dit également. Donc ER vectoriel Eθ, ça fait Eφ. Donc Eφ, c'est ce vecteur horizontal des coordonnées sphériques. Alors il fallait bien maîtriser les coordonnées sphériques. Donc ça fait E sur C, Eφ. Donc là aussi, au niveau de la norme de B, on pouvait reconnaître donc l'expression, alors c'est l'expression, la quatrième expression pour le champ magnétique, et puis pour le champ électrique, c'était donc la première expression. Donc voilà pour le champ magnétique. Alors ensuite, donc il fallait calculer le vecteur de Poynting, donc connaître la définition, E vectoriel B sur mu0. Ensuite, donc comme B vaut E sur C, et que Eθ vectoriel Eφ, ça fait ER, donc ça fait E carré sur mu0 C vecteur ER. Donc après, on pouvait remplacer l'expression du champ électrique. Alors on reconnaît cette expression de retard, T moins R sur C. Ce qui se passe au point M à l'instant T est dû aux sources, mais à un instant T moins R sur C étant le temps de propagation nécessaire pour l'onde électromagnétique pour partir du dipôle jusqu'au point M. Alors au niveau de la valeur moyenne, donc la valeur moyenne d'un sinus carré c'est 1/2. Bon, on redonnait, je crois d'ailleurs dans l'énoncé, la définition d'une valeur moyenne temporelle, sur t intégrale de 0 à t, donc de sinus carré dt, mais bon, là on peut l'affirmer directement. On retrouve cette fameuse dépendance du champ du vecteur de Poynting, donc
en oméga 4, donc en 1 sur lambda 4, hein, ce qui justifie le fameux bleu du ciel dans le spectre visible. Donc les grandes fréquences, les grandes pulsations sont 16 fois plus rayonnées dans le bleu que dans le rouge, parce qu'il y a un rapport 1,5 entre les fréquences ou entre les longueurs d'onde. Et puis l'anisotropie du rayonnement avec le sinus carré θ, qui fait que donc il n'y a pas d'énergie rayonnée selon l'axe du dipôle, mais donc c'est ce fameux diagramme qui n'était pas demandé ici. Donc voilà pour ce qui concerne le vecteur de Poynting et sa valeur moyenne. Donc l'interprétation du vecteur de Poynting, c'est que c'est une puissance par unité de surface. Donc la puissance rayonnée à travers la sphère de rayon R, c'était le flux donc c'est un flux moyen du vecteur de Poynting. Alors il fallait également bien maîtriser les coordonnées sphériques avec les déplacements élémentaires. Donc la surface tangente à la sphère au point M, c'est donc R dθ sur Eθ et R sinus θ dφ sur le vecteur Φ. J'ai fait d'ailleurs toute une petite vidéo sur ces déplacements élémentaires, ces surfaces élémentaires. Tu peux t'y référer si tu as besoin. Donc, alors, le R carré va se simplifier. Donc ça aussi, c'est un point très important. Quand on calcule le flux rayonné par un dipôle, cette dépendance en 1 sur R carré, parce que c'est ce qui justifie le fait que ce flux va se conserver à grande distance. C'est pour ça qu'on voit encore la lumière des étoiles à travers toute sphère de rayon R, hein, cette simplification par R carré. Donc ce flux se conserve, il ne dépend pas de R. Et donc, alors il y avait du sinus carré, du sinus θ, donc ça fait le sinus cube. Donc dans l'énoncé, on te donnait l'intégrale du sinus cube θ dθ entre 0 et pi. Donc ça faisait 4 tiers, hein, comme toujours ces intégrales doubles, c'est des fausses intégrales doubles, hein, par le terme de Fubini, on les sépare en deux, comme un produit. Et puis l'intégrale de dφ, ça faisait 2 pi. Et donc on aboutit à cette formule. Alors on avait du mu0 sur c, on n'oublie pas que epsilon 0, mu0, c carré égale 1. Donc mu0 sur c, ça fait aussi 1 sur epsilon 0, c au cube. Donc voilà l'expression du flux rayonné moyen à travers la sphère de rayon R. Et encore une fois, petite remarque, ça ne dépend pas de R. Alors, pour préparer la suite, on nous demande de simplement exprimer ce flux rayonné comme étant proportionnel à l'énergie mécanique de l'oscillateur avec une constante à exprimer. Donc, il suffisait de faire apparaître cette énergie mécanique de l'oscillateur, donc qui valait, c'était d'ailleurs donné dans l'énoncé, m oméga 0 carré pm carré sur 2e carré. Donc, il fallait compenser pour identifier l'expression de ce coefficient gamma. Donc, dans la question 24, on nous demande de rappeler l'expression de l'énergie totale rayonnée lors de l'émission d'un photon de pulsation oméga 0 de longueur d'onde lambda 0. Donc on va dire que c'est tout simplement l'énergie du photon, h bar oméga 0, hc sur lambda 0, relié à l'ordre de grandeur de la puissance moyenne rayonnée et la quantité d'énergie totale rayonnée durant la durée caractéristique. Donc on peut presque faire ça par analyse dimensionnelle. Cette puissance rayonnée, c'est l'énergie rayonnée sur le temps caractéristique de l'émission. Donc hc sur lambda 0 tau ou h bar oméga 0 sur tau. Alors il fallait en déduire une estimation de tau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai été chercher l'expression ici de cette énergie rayonnée. Et donc, voilà. Et puis, j'ai tout exprimé en fonction de la longueur d'onde. J'ai essayé de faire apparaître le coefficient 4 pi epsilon 0 qui était donné en valeur numérique dans le texte. Et puis, pour estimer le moment dipolaire, l'ordre de grandeur, eh bien, voilà, c'est l'ordre de grandeur du Debye. Hein, le Debye qui est l'énergie... typiquement l'unité adaptée à la mesure des dipôles atomiques. Donc ça veut dire c'est à peu près 1 angstrom fois la charge élémentaire, donc environ 10-19 coulomètres. Donc 10-19 fois 10-10, donc 10-29 coulomètres, donc on élève au carré. Et donc à peu près, allez, 10-8 secondes, 10-7 secondes, ce qui est surévalué. Alors, dans la suite, donc on nous demandait d'exprimer la question 25, la variation d'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique de l'oscillateur diminue parce qu'il y a du rayonnement, donc moins phi rayonnement dt.
ce qui nous donne une équation différentielle du premier ordre qu'on peut tout de suite résoudre en exponentielle avec une exponentielle décroissante et identifier le temps caractéristique qui vaut 1 sur gamma. Bon, j'ai continué de le noter tôt, hein, parce qu'on peut aussi donner une signification physique à ce temps caractéristique qui est un peu la même que dans la question 24. Donc, estimation, donc on prend 1 sur gamma pour estimer taux, donc un petit peu les mêmes manips. J'ai fait apparaître un groupement 4 pi epsilon 0. La longueur d'onde également, donc en remplaçant oméga 0. Voilà, donc c'est un petit peu pénible ces ordres de grandeur, ça peut prendre pas mal de temps. Et donc j'ai trouvé de l'ordre de 10-10, 10-11 secondes. Bon, j'ai fait ça un petit peu rapidement, il fallait peut-être être plus fin que ce que je ne l'ai été. En tout cas, on trouve quelque chose qui est plus court. Là, c'est un temps de cohérence pour une source spectrale peut-être plus réaliste. Voilà, un laser aurait un temps de cohérence encore plus long que ça. Alors, en ce qui concerne donc la largeur spectrale, c'était un petit peu la conclusion. La largeur spectrale en fréquence qualifiée de naturelle du rayonnement émis. Donc ça, c'est la fameuse relation sur les transformées de Fourier, delta nu tau de l'ordre de 1. D'ailleurs, un calcul qu'on va un petit peu retrouver tout à l'heure avec le Michelson et le modèle du profil rectangulaire. Et donc, ça fait une largeur spectrale de 10 puissance 11 Hertz, sachant que les fréquences dans le visible, c'est à peu près 10 puissance 14 Hertz. Donc, ça fait une largeur relative, somme toute, assez faible, et donc des raies assez fines. Mais donc, voilà un ordre de grandeur estimé de cette largeur spectrale. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo, justement, pour parler du Michelson et de la mesure de cette longueur de cohérence, qui est d'ailleurs une compétence exigible dans la filière PC. Donc on peut tomber sur un Michelson et on vous dit, voilà, estimer la longueur de cohérence de la source. Donc c'est une mesure typique très intéressante. Donc à bientôt.